Le baromètre prospectif suit une méthodologie que vous devez bien connaître maintenant. On distingue toujours 3 temps: une reconnaissance des facteurs d'environnement, qu'ils soient technologiques, économiques, sociétaux, réglementaires. Un deuxième temps où on s'interroge sur l'impact de ces facteurs sur les chaînes d'activité et l'organisation des métiers. Et puis un troisième temps où on essaie de discerner et de réfléchir sur les impacts en termes de politique RH de ces évolutions. Donc ce que je présenterai aujourd'hui, c'est un aperçu, pas le contenu complet, mais un aperçu du contenu du baromètre 2018 sur chacun de ces 3 niveaux, en distinguant 3 points. Premier point, dans les facteurs d'environnement, le réglementaire, cette autre révolution qui transforme l'assurance. Dans un deuxième temps, nous ferons un focus sur la famille commerciale, un focus sur le devenir de la famille commerciale, puisque les évolutions d'effectifs, comme on va le voir tout à l'heure, au cours des dernières années, interrogent sur les mutations qui traversent cette famille de métiers. Et puis, dans un troisième temps, nous dirons quelques mots des référentiels RH au temps du digital. On verra qu'il y a dans les DRH actuellement une intense activité d'écriture, de rafraîchissement, de réécriture des référentiels. Et on s'interrogera un peu sur le sens particulier qu'ont ces travaux au temps de la transformation digitale. Alors, le réglementaire, cette autre révolution qui transforme l'assurance. L'assurance est traditionnellement une activité réglementée. Toutes les branches d'activité n'ont pas un code qui leur est propre. Nous avons le code des assurances. Donc de ce point de vue-là, le juridique, d'une certaine façon, fait déjà partie depuis longtemps, je dirais, du fond et du cadre d'activité de nos métiers. Ce qui se passe cependant sur la période récente est d'une nature un peu particulière, car on passe d'une activité réglementée à quelque chose qui est un peu différent, même qui est très différent. On passe d'une activité réglementée à ce qu'on a appelé la réglementation des pratiques. Alors cette réglementation des pratiques, elle est due à une inflation normative qui date déjà depuis quelques années, puisque dans les années 2000, sans être exhaustif, on a vu apparaître un certain nombre de réglementations sur... Je ne citerai que la loi sur le blanchiment ou les contraintes de la loi SOX sur différentes dispositions de conformité. En 2012 marque, la période qui suit 2012 jusqu'à la mise en œuvre en 2016 marque un tournant avec Solvabilité 2, qui là véritablement voit le déploiement de toute une série de contraintes réglementaires qui ne s'appliquent pas uniquement aux directions techniques, mais qui vont avoir des impacts sur de nombreuses familles de métiers. Et la période récente se transforme en une sorte de festival réglementaire, puisque entre le RGPD, la DDA, sans parler des IFRS et autres PRIPS, sans même évoquer toutes les dispositions non seulement légales, réglementaires, mais également toutes les normes à valeur de type certification, qui dans tous les domaines d'activité pénètrent et régissent le détail des activités. C'est bien un nouveau cadre qui réglemente les pratiques qui est en train de se déployer. Alors ce réglementaire, la différence avec l'activité réglementée, c'est que l'activité réglementée était un peu en fond d'activité des métiers des collaborateurs, mais pour autant, hormis quelques secteurs de l'entreprise, le réglementaire ne se rappelait pas à la vigilance dans le quotidien de votre travail. C'est le grand changement de toutes ces dispositions-là, puisqu'elles vont imposer pour un très grand nombre de salariés, qu'ils soient conscients, qu'ils soient informés,
qu'il soit vigilant dans sa pratique quotidienne de cette dimension qui régit désormais son activité, sur des métiers aussi divers que la gestion des contrats, que le commercial, et d'autres familles encore, et donc dans des domaines qui ne se définissaient pas au départ, dont la vocation, ou le métier, la vocation, ne se définissait pas principalement par une vigilance particulière sur ces sujets. Et donc de ce point de vue-là, il semble que l'assurance suive un peu le chemin que la banque, avant elle, a parcouru, à savoir que le management de la conformité et de la conformité réglementaire est en passe de devenir une activité à part entière. Alors aujourd'hui, on parle des métiers de la conformité dans la banque, on ne parle pas encore des métiers de la conformité dans l'assurance. Si on regarde notre nomenclature des métiers, ces métiers de la conformité se trouvent un peu répartis et fragmentés dans différentes familles de métiers. La question se posera peut-être un jour d'identifier ce management de la conformité comme une activité à part entière et de mieux la reconnaître. Voilà. À tout le moins, donc, nous rentrons dans une nouvelle période. Et cette révolution réglementaire a des effets structurants extrêmement forts et produit ce qu'on appelait un alignement des pratiques. Les entreprises d'assurance sont naturellement contraintes de suivre la réglementation. Il y a de puissantes incitations qu'on appelle sanctions à la clé. Et donc, naturellement, ce mouvement les met en position, enfin les oblige à se conformer à la réglementation. Et de manière générale, pour prendre une image, plutôt que de prendre ça par le mauvais côté de la force, elles essaient de transformer ces contraintes en opportunités. Et donc, dans les différents domaines, et notamment le domaine commercial dont on va parler tout à l'heure, il y a un investissement des entreprises qui consiste à revisiter leurs processus, à les rendre conformes naturellement aux nouvelles obligations et quelque part à faire au travers du réglementaire des opérations que parfois elles auraient bien voulu faire avant, mais qu'elles n'étaient pas toujours parvenues à finaliser et à mettre en œuvre. Très clairement, là où l'informatique où les démarches d'excellence opérationnelle avaient tenté de normaliser certains processus sans toujours y arriver, l'imposition et la réglementation permet d'imposer, entre guillemets, en tout cas de vendre ou de négocier à l'intérieur de l'entreprise une normalisation des processus dans des territoires où cette normalisation n'avait pas jusqu'à présent réussi à pénétrer. Et c'est particulièrement le cas, probablement, on va peut-être en débattre tout à l'heure, de l'activité commerciale. Donc cette contribution à la normalisation de certains processus, elle ressemble un peu à une démarche de normalisation sur laquelle va pouvoir ensuite se déployer des démarches d'industrialisation, notamment équipées par les outils informatiques. Et l'on voit différents processus où il y a un jeu extrêmement étroit entre réglementation et outils digitaux, l'un et l'autre marchant un peu de conserve, la réglementation permettant, je dirais, d'aplanir le terrain, et les outils digitaux derrière, de déployer des processus, des instruments de suivi et de pilotage qui permettent à la fois de délivrer les opérations, mais également de les contrôler et de les suivre. Et donc, du coup, dans ce mouvement, ce que l'on voit, c'est que dans un certain nombre de domaines, partout où la réglementation passe, eh bien, elle contribue à une réduction de la diversité des pratiques
dans les champs qui étaient un peu faiblement structurés ou moyennement structurés. Réduction à la diversité des pratiques entre les entreprises et réduction à la diversité des pratiques à l'intérieur même d'une entreprise. Je pense par exemple à la diversité que l'on peut constater encore à l'intérieur des pratiques, par exemple, d'un même réseau commercial. Donc, premier point, le réglementaire, cette autre révolution qui transforme l'assurance et qui, avec le digital, sont en train de main dans la main, je dirais, de reconfigurer en profondeur de nombreuses activités. Le deuxième point sur lequel on voudrait faire le focus, et qu'on traite cette année dans le baromètre, c'est un focus sur le devenir de la famille commerciale. Ce focus se justifie car entre 2011 et 2016, la famille commerciale a perdu 3 685 postes, soit 7,6% de son effectif, ce qui n'est pas négligeable pour ce qui reste encore la première famille de métiers de l'assurance. Si on regarde l'évolution, les chiffres sur 5 ans, 48 770 personnes travaillaient dans cette famille en 2011. Ils sont 45 085 cette année, au terme d'une baisse relativement régulière, si on accepte la petite pointe de l'année 2015. Juste une précision, on est sur des données actualisées au 31 décembre 2016. Les chiffres qu'on vous a présentés tout à l'heure, que Narges vous a présentés, sont consolidés au 31 décembre 2017. Mais pour la sortie du baromètre, pour des questions de consolidation de la base 2017 et d'exploitation de toutes ces données que l'on vous donne, on est encore sur des données 2016 que vous présente Michel. Une précision qui est quand même importante par rapport aux données. Donc on attend de voir ce que ça va donner pour 2017. Voilà. D'où l'intérêt de prendre ces 5 ans de recul. On voit bien et on a l'expérience sur différentes séries statistiques qu'il peut y avoir, que les évolutions ne sont pas toujours linéaires, il peut y avoir des rebonds. Ce qu'on observe sur la famille en question, c'est que sur ce moyen terme, c'est un recul de l'effectif qui est, je dirais, confirmé et amplifié par un recul des recrutements, puisque sur ce terrain-là, on enregistre une baisse de 21% des recrutements, sur soit près de 1000 personnes, 950 personnes, toujours sur la période de 5 ans entre 2011 et 2016. La famille commerciale, qui de tradition était la première famille de recrutement, a cédé la place depuis 2 ans à la famille, donc gestion des contrats. Troisième série de chiffres, toujours sur les recrutements, c'est l'étude des niveaux de qualification à l'embauche. Donc, le graphique représente le nombre de personnes recrutées, base 100 en 2011, pour les différents niveaux de qualification. Il se lit de la manière suivante. Si on prend les personnes titulaires d'un niveau bac, la courbe orange, lorsque cette famille recrutait 100 personnes en 2011, elle en recrute 71 en 2016. À l'autre extrême, lorsqu'elle a recruté 100 personnes en niveau bac plus 3 plus 4, elle en recrute 90 en 2016. Quels que soient les niveaux de qualification, ce recul du recrutement les concerne tous, ce qui n'est pas si fréquent si on compare ce profil-là avec les autres familles de métiers, puisque généralement, enfin, dans beaucoup de familles de métiers, on a très souvent un recul du niveau bac. On peut avoir un recul du niveau bac plus 2. On a toujours très généralement une augmentation du bac plus 5 et du bac plus 3 en volume. Ce n'est pas le cas pour la famille des commerciaux. Alors, autant de chiffres qui conduisent à s'interroger sur qu'est-ce qui se passe sur la famille commerciale. Et lorsqu'on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit cependant qu'il y a un contraste. Il y a un contraste entre l'évolution des effectifs des commerciaux itinérants et ceux des commerciaux sédentaires.
toujours avec cette même logique de graphique, sur 100 commerciaux sédentaires qui travaillaient en 2011. Alors sédentaires, ce sont les commerciaux qui travaillent soit dans des points ou des bureaux de vente, soit à distance sur des plateformes. Donc sur 100 personnes qui travaillaient dans le commercial sédentaire, en 2011, il y en a 97 qui exercent aujourd'hui, c'est-à-dire que grosso modo, avec une petite pointe en 2015, mais grosso modo, les effectifs commerciaux sédentaires sont stables. Par opposition et par contraste, sur 100 commerciaux itinérants, en 2011, il y en a 17 de moins qui travaillent dans le secteur en 2016. Ils ne sont plus que 83 aujourd'hui. Et donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer un peu plus dans l'analyse en distinguant, en traitant d'abord qu'est-ce qui se passe du côté des itinérants et puis en allant voir après ce qui se passe du côté des commerciaux sédentaires. Ce groupe des commerciaux itinérants réunit dans la nomenclature des métiers, qui est le cadre de recueil de ces statistiques, réunit trois sous-familles. Une première sous-famille, c'est l'animation de réseaux non salariés. C'est ce que plus communément on appelle l'inspection agence ou l'inspection courtage. Une deuxième sous-famille, c'est la vente itinérante, donc ce sont les commerciaux salariés itinérants qui travaillent au domicile des particuliers ou qui se rendent dans les entreprises. Et puis la troisième famille, c'est une famille d'encadrement, c'est les cadres qui encadrent justement les commerciaux de la vente itinérante de la sous-famille précédente. Lorsque on considère l'évolution 2011-2016, deux constats. Le premier, c'est que l'ensemble des sous-familles est en retrait, moins marqué pour l'encadrement d'un réseau salarié. Et puis surtout, une famille animation de réseau salarié est en fort retrait, pour ne pas dire en chute, puisque ses effectifs entre 2011 et 2016 baissent de 42%. C'est pas si fréquent dans notre secteur d'assurance, même si au niveau des familles ou des sous-familles de métiers, il peut y avoir un peu de volatilité, mais une évolution de cette ampleur n'est pas si fréquente, et elle témoigne de la profondeur de ce qui s'est passé sur ce terrain-là au cours des dernières années. On va y revenir. On observe également un retrait de la vente itinérante, moins 14%, et puis et donc une relative stabilisation de l'encadrement du réseau salarié. Alors, si on s'interroge un peu sur à la fois les facteurs qui expliquent ces chiffres pour les commerciaux itinérants, et puis quelques tendances de fond qui sont en train un peu de retravailler le contenu même du travail des commerciaux itinérants, on peut relever un certain nombre de points. Le premier point, c'est ce qu'on a appelé la désintermédiation de l'animation des agents et des courtiers, c'est-à-dire que, pour le dire très caricaturalement, le besoin d'un relais entre les sociétés d'assurance et les agents et courtiers, le besoin de ce relais est tout simplement beaucoup moindre que ce qu'il a été. Alors ce phénomène n'est pas nouveau. Il y a quelques années, il y a 4-5 ans, nous avions produit une étude sur l'inspection et l'évolution de l'inspection, où nous faisons déjà le constat et nous annoncions la suite probable. Les événements, malheureusement, ne nous ont pas démenti. Ce qui se passe tout simplement, c'est qu'avec, pour toute une série de raisons dans le détail desquelles on ne va pas rentrer, mais déjà le fait qu'effectivement le digital
permet aux agents et aux courtiers d'avoir des relations avec les sociétés qui économisent une intermédiation humaine. Le fait aussi que les agents et courtiers il y a une grosse part de l'activité qui est sur des marchés banalisés, saturés, qui ne réclament assez peu d'expertise ou de valeur ajoutée. Bref, sans rentrer dans tous ces points-là qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder, le besoin en intermédiaire interne d'animation est à la baisse. Si on considère maintenant le réseau, la baisse de 14% des réseaux salariés, ce que nous disent les commerciaux que nous avons réunis dans le cadre d'un atelier métier, c'est que notamment sur le marché de l'assurance de personnes, on assiste depuis quelques années à un repositionnement de ces réseaux. La baisse des rendements en assurance vie a tari, en tout cas fait reculer un certain type d'activité, notamment en assurance vie, qui était une activité de collecte d'épargne, qu'on va dire à relativement faible, entre guillemets, valeur ajoutée. C'était du drainage d'épargne, en étant un peu caricatural, mais sans trop l'être. Et dans le même temps, dans le temps où les sociétés se retirent un peu de ce marché, elles se repositionnent sur des clientèles à plus fort potentiel, auxquelles elles destinent des produits et des démarches commerciales ou d'analyse de patrimoine plus sophistiquées. Et donc on est dans une période où les réseaux à la fois ont besoin de moins de monde parce que de ce point de vue-là, ils visent moins large en termes de population et de visite de population que ce qu'ils pouvaient viser par le passé. Mais dans le même temps, les profils des commerciaux que ces activités requièrent tendent à devenir de plus en plus élevés. Troisième point, et je pense qu'on va y revenir tout à fait, je ne m'attarde pas, sous l'effet conjugué de la DDA et du digital, on assiste actuellement à une nouvelle avancée de la mise sous processus des opérations de vente. C'est-à-dire que ce qui se passe concrètement, les tâches, les opérations, le contenu de l'échange entre un client et un commercial est de plus en plus codifié, normé. Le commercial doit franchir certaines étapes, il doit recueillir des informations très très précises, il doit s'assurer que le client, que l'opération se fait dans des conditions qui juridiquement sécurisent la transaction. Il est de plus en plus équipé dans ses démarches par des outils numériques et digitaux. C'est d'abord la signature électronique, c'est de plus en plus l'obligation, la demande qui est faite au commercial de clore toutes les opérations commerciales, mais également technico-administratives chez le client, par exemple en scannant les documents clients chez le client, de sorte que tout le dossier la complétude du dossier soit réalisée sur le lieu de vente et qu'il n'y ait plus besoin ensuite d'y revenir. Donc on voit qu'effectivement cette activité commerciale devient de plus en plus commerciale, technico-administrative aussi et dans le même temps, ce qui modifie quand même assez sensiblement le contenu du métier qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il a pu être à une certaine époque. Quatrième point d'évolution que l'on observe et que nous rapportent les commerciaux quand on les interroge, c'est que le commercial itinérant coûte. Et donc, on lui demande, lorsqu'il est en face du client, il faut profiter de ce temps client pour l'amortir. Et l'amortir, ce n'est pas uniquement vendre des produits, c'est de plus en plus faire en sorte qu'une fois que le commercial aura quitté le domicile du client, ce client devienne l'utilisateur, l'usager
des outils et des services, des applis proposés par l'assureur. Parce qu'il ne suffit pas de produire et de mettre à disposition des applis. Sur ce terrain-là, au cours des dernières années, il y a eu une grande effervescence et une grande créativité de toutes les sociétés d'assurance. C'est parfois une autre paire de manches de faire en sorte que ces services soient effectivement utilisés. Et donc, on va solliciter de plus en plus les commerciaux pour éduquer les clients à l'usage de ces outils et faire en sorte que, au-delà du temps très court finalement de contact et d'interaction, le client rentre dans l'univers, dans le système de service de l'entreprise au travers des outils digitaux. Cinquième point, et même si ce n'est peut-être pas affiché de cette sorte, ce que l'on observe ou ce que l'on retient des échanges entre les commerciaux que nous avons interrogés, c'est de facto une valorisation plus grande de l'activité fidélisation et une moindre insistance sur la conquête. Traditionnellement, il y avait toujours cette tension autour desquelles étaient parfois organisées ou spécialisées des équipes commerciales entre ceux qui travaillaient sur le portefeuille et ceux qui étaient en conquête de nouveaux clients. La difficulté et le coût de conquérir de nouveaux clients semble faire qu'aujourd'hui, de facto, encore une fois, même si personne ne dira peut-être jamais à un commercial qu'il ne faut plus partir en conquête, mais enfin, de facto, ce qu'on voit, c'est que l'activité, elle se concentre sur la fidélisation, conserver les contrats que l'on a, ajouter d'autres contrats pour enrichir le portefeuille, et puis, ce que je disais à l'instant, faire en sorte que le client devienne un consommateur, un usager de tout l'univers service de l'entreprise, bien après le passage du commercial chez le client. Sixième point, l'activité commerciale cette activité commerciale se fait moins solitaire et un peu moins court-termiste. L'activité commerciale itinérante, c'était quand même le domaine, je dirais, d'une grande liberté historiquement. C'était un domaine où s'épanouissaient et prospéraient des gens qui choisissaient un métier indépendant, un métier libre, où au fond la règle du jeu c'était où se négociait l'apport de chiffre d'affaires contre la liberté d'organiser son travail. Voilà. Ce contrat social qui a séduit et fidélisé des générations de commerciaux, on ne dit pas qu'il est en train de disparaître, simplement de facto, l'activité commerciale devient de plus en plus une activité collective. Alors elle devient une activité collective un peu à double sens, c'est-à-dire que pour conclure des affaires, le commercial est de plus en plus dépendant de tous les outils, systèmes, plans d'action commerciale que la direction de l'entreprise met à sa disposition. Et à l'inverse, et de plus en plus, on demande au commercial, au-delà de la vente et de son intérêt à court terme, quelque part, d'être celui qui va alimenter le système d'information et qui va inciter son client à utiliser les services de l'entreprise. Et un peu moins court-termiste parce qu'on voit bien que dans ce système-là, l'impact du commercial ou de l'action commerciale, elle est naturellement toujours immédiate lorsqu'il s'agit de signer un contrat, mais également il s'agit de créer un climat, des conditions, de développer ou de semer des graines pour de nouveaux usages qui feront qu'un jour, peut-être, ce client, pas forcément avec ce commercial-là, peut-être même avec aucun commercial, apportera quand même du chiffre d'affaires à l'entreprise. Et donc le lien entre action commerciale et puis chiffre immédiat, il reste fort, mais il est peut-être en train légèrement un peu de se distendre. Le commercial bénéficie et doit contribuer au développement des ressources collectives de l'entreprise. C'est le point que
que j'illustrais précédemment. Et puis au terme de cette transformation des commerciaux itinérants, c'est peut-être une certaine figure du vendeur itinérant dans l'assurance qui est en train de disparaître. C'est-à-dire cette figure d'hommes et de femmes qu'on pourrait appeler libres, décidant de leur vie et très, très, très largement apportant leurs chiffres et revendiquant et obtenant de larges moyens d'autonomie pour le faire, à la fois dans l'organisation de leur travail, mais également dans ce qui se passait réellement chez le client, dans l'échange client. Sur ces deux terrains-là, l'autonomie traditionnelle est en train de se restreindre et les commerciaux, une dimension technico-commerciale de plus en plus encadrée qui fait disparaître les figures d'antan. Oui, lorsqu'on a sorti l'étude sur les métiers commerciaux en 2007, donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, le sous-titre était la fin d'une fonction excentrée. Donc déjà à cette époque-là, et ça a pris un certain temps, on était loin de parler de révolution digitale, mais on sentait déjà qu'il y avait une reprise en main par l'organisation centrale de l'organisation du travail et de l'activité commerciale dans les équipes. Voilà. Alors cette photographie des commerciaux itinérants, elle contraste singulièrement avec la photographie que nous allons voir maintenant, qui est celle des commerciaux sédentaires. Car pour ce groupe de familles, ce qu'on observe, c'est une évolution positive des bureaux et des effectifs travaillant en bureau et points de vente, et un recul des plateformes. Alors, les commerciaux sédentaires dans l'assurance, dans la nomenclature de l'assurance, sont structurés autour de 4 sous-familles. 2 sous-familles concernent les bureaux et points de vente. Ça correspond aux courbes vertes. Et 2 sous-familles correspondent à des plateformes. Ce sont les 2 courbes rouge et bordeaux. Dans chacune de ces 2 catégories, on fait un distinguo entre vente et gestion des contrats et vente seule, sans gestion des contrats. Alors, les chiffres sont assez clairs et peut-être même un peu contre-intuitifs. Ce qu'on observe d'abord, c'est alors que on nous parle notamment dans les réseaux bancaires d'une baisse du nombre de salariés travaillant dans les agences bancaires, ce n'est pas ce que l'on observe sur les bureaux et points de vente salariés, j'insiste bien salariés, puisque par définition, dans notre périmètre, il n'y a pas les points de vente, agents généraux ou courtiers, puisque ceux-là ne relèvent pas de la convention collective, mais à tout le moins pour toutes les formes de distribution salariées, notamment dans les mutuelles, sans intermédiaire. On observe que la vente et la gestion des contrats en bureau point de vente voit ses effectifs augmenter de 16% en 5 ans et la vente seule de 4%. À l'inverse, s'agissant des contrats sur plateforme, on a une baisse, et une baisse assez sensible. Au temps de l'Internet, on aurait pu s'attendre à autre chose. Et pourtant, les chiffres sont là. Les ventes de contrats sur plateforme baissent de 42%. La vente et la gestion des contrats sur plateforme, elles, baissent de 19%. Alors, de la même manière, lorsqu'on interroge les commerciaux de cette famille, qu'est-ce qu'il est intéressant de relever? Alors, d'une part, le distinguo que nous faisions encore de la nomenclature entre vente et gestion, ce distinguo-là leur paraît de moins en moins pertinent. Il semble que il faudrait considérer qu'il n'y a plus 2 sous-familles, mais une grande famille qui est tout simplement la vente et gestion. Mais tout ça s'intègre et les actes de gestion sont devenus, je dirais, complètement intégrés à l'acte de vente, notamment avec l'aide, soit sous l'effet de l'automatisation de certains actes, soit tout simplement avec les outils digitaux
qui font que sur une même personne va concentrer principalement l'acte de vente et dans la foulée accomplir les actes de gestion. C'est ce qu'on a voulu dire en disant que les commerciaux absorbaient les activités de gestion liées à la vente. Le deuxième point qui nous a frappé, c'est la convergence point de vente plateforme. C'est-à-dire que lorsqu'on interroge, on confronte les commerciaux sédentaires, les uns travaillant en point de vente, les autres travaillant en plateforme, les uns et les autres travaillant à l'intérieur de la même entreprise sur la même activité, il y a de moins en moins, si ce n'est aucune différence, entre les activités et les compétences requises en plateforme et les activités et les compétences requises en point de vente, comme si au fond ce critère physique de distance qui en 2012 au moment de la rédaction de la nomenclature semblait fondé qu'on en fasse deux catégories particulières. Aujourd'hui, ce critère physique, que la notion de proximité avait complètement changé et qu'aujourd'hui, ce critère-là n'avait plus aucune pertinence, quelles que soient les formes d'organisation, c'est-à-dire que ce soit dans des entreprises qui ont plutôt privilégié le point de vente en entrée principale et la plateforme un peu en débordement, ou d'autres entreprises qui ont placé la plateforme vraiment au centre et les points de vente en relais, dans un sens ou dans l'autre, ce sont les mêmes. Ce qu'on constate, c'est une grande convergence et une certaine interchangeabilité des activités de compétences. Troisième point, ce qu'on observe, c'est que dans ce domaine-là, et notamment sur les marchés garde particuliers type auto-habitation, on a des approches clients de moins en moins normalisées et les postures qui sont promues dans toutes ces sociétés d'assurance sont de plus en plus, on pourrait dire effectivement, de plus en plus client-centrique. C'est-à-dire qu'on n'est plus là pour vendre des produits, on est là pour écouter et faire parler les clients sur leur situation, sur des problèmes ou d'usage qu'ils ont, pas forcément liés directement à de l'assurance, mais à l'usage ou aux situations qu'entraîne la possession d'une automobile ou l'occupation d'un logement. Et c'est au travers de l'écoute de ces histoires, de ces problèmes, de ces situations, qu'il est demandé au commercial, sur un mode très, très opportuniste, de faire le rapport entre ce que les gens racontent et puis, je dirais, une gamme de plus en plus large de produits qui ne sont pas uniquement des produits d'assurance, mais qui de plus en plus sont des prestations de services divers et variés dans l'univers de l'auto ou dans l'univers de l'habitation, et de faire le lien entre les deux pour proposer des démarches de service, c'est-à-dire des démarches qui sont tout à l'opposé des méthodes de vente très très push et très 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 directives, dans lequel au fond on n'écoutait pas trop le client, c'était plutôt les questions qui déterminaient, les questions du commercial qui déterminaient le déroulé la question très, très guidée, orientée et finalisée du commercial qui orientait l'échange, alors que là on est dans en tout cas, il y a la promotion de démarches qui sont radicalement à l'inverse, et ça, c'est quand même des changements qui sont extrêmement importants. Et puis, comme pour les itinérants, une capacité, on attend de plus en plus, de la même manière, de ces commerciaux à vendre naturellement et à placer des produits, mais également de profiter de chaque occasion de contact. Ça vaut pour les commerciaux, ça vaudra également pour les indemnisateurs. Même si, au-delà de l'indemnisation, de profiter de chaque occasion de contact pour faire le lien, pour inciter le client à l'informer et faire de lui auprès d'une pédagogie et promouvoir, toujours encore une fois, l'usage de l'univers des services, notamment des services digitaux de l'entreprise. Voilà le deuxième point sur les familles commerciaux que nous développons dans le baromètre. Troisième point, sur la partie RH du baromètre, nous parlons des référentiels RH au temps du digital. Alors, pourquoi cet étrange sujet ?
Dans le cadre de l'étude thématique que nous présenterons en décembre, nous avons ouvert nos travaux par un comité de pilotage RH. Et lorsque nous avons fait un tour de table de la douzaine de représentants RH qui étaient autour de la table, on leur a demandé de faire un point sur leur actualité. Leur point d'actualité a duré 1h30 quand même, mais on était tout oui parce que c'était ça qui était important. Et on s'est aperçu que à peu près les 2/3 des entreprises qui parlaient évoquaient toutes spontanément un travail assez important de refonte des référentiels RH formation dans lesquels elles étaient engagées. Donc la période, c'est une période effectivement, beaucoup d'entreprises remettent des référentiels emploi, formation, métier, ça porte différents noms sur le métier. Alors l'écriture des référentiels, ce n'est pas une activité en soi nouvelle. Il semble simplement que cette année, enfin en tout cas dans la période actuelle, le sens de ces référentiels RH a un peu changé par rapport au passé. L'écriture de ces référentiels, sans être trop caricaturale par le passé, c'était essentiellement une activité de la DRH, quand même principalement pour la DRH, et ces référentiels étaient nécessaires et conçus comme des outils de gestion RH. Très souvent, ces outils ne passaient pas tellement, n'étaient pas promus ou connus auprès de la grande majorité des salariés. Ce dont les DRH nous parlent, enfin les travaux dont ils ont parlé, c'est quelque chose d'un peu différent, puisqu'ils traduisent le besoin qui est un peu différent, enfin qui est même très différent, de fournir aux salariés des repères pour les accompagner dans la transformation digitale. Donc du coup, on écrit des référentiels, oui, naturellement, toujours pour faire la gestion RH, mais pas que, et aussi de plus en plus pour réécrire les métiers, s'accorder sur ce qu'ils sont en train de devenir. Et donc dans cet exercice-là, on trouve toujours un peu de choses, des choses qui sont déjà là, parce que naturellement, sans cela, les salariés auraient du mal à s'y retrouver. Mais on y trouve aussi des choses qui ne sont pas tout à fait encore là, c'est-à-dire qui sont un peu de la projection ou des tendances d'évolution, ce vers quoi on invite les salariés à se projeter. Et donc on voit l'autre fonction des référentiels RH, qui sont tout simplement d'être des fonctions de balises, de repères, de réflexion individuelle, mais également de réflexion collective, parce que naturellement, tous ces travaux, ça mobilise pas mal de molles, et ça oblige à se reposer des questions fondamentales sur le cœur des missions, sur les compétences clés, sur les activités qui, demain, deviennent de plus en plus stratégiques dans chaque métier, et vers lesquelles, quelque part, les salariés sont invités à se positionner et à converger. Troisième observation, ce qui est intéressant de remarquer dans ces échanges, c'est l'évolution en quelques années du concept de digital, ou plutôt comment le concept de digital chemine dans ces référentiels RH. C'est-à-dire que les entreprises nous ont dit, en 2014, 2015, 2016, il y a eu la tentation, et quelques entreprises l'ont fait, de créer dans leur nomenclature interne une catégorie à part qui s'appelait digital. Celles qui s'y sont lancées à l'époque, en tout cas la grande majorité d'entre elles, depuis a fait machine arrière. Et celles qui travaillent aujourd'hui le sujet considèrent que le digital n'est pas et ne peut pas être une catégorie de métiers. Le digital est partout, il concerne l'ensemble des familles de métiers. C'est à la fois une dimension d'activité et parfois une compétence. Et donc on voit bien que on est passé de quelque chose d'assez étroit à quelque chose qu'on a renoncé à ériger en catégorie particulière, tout simplement parce que désormais il est partout. Et puis quatrième point, j'en terminerai là-dessus, ce que l'on observe, et on aura l'occasion
probablement de revenir sur ce sujet à la fin de l'année, à l'occasion de la présentation de notre étude thématique le 19 décembre sur l'impact du digital sur les métiers et compétences de l'assurance, c'est que cette réécriture des référentiels RH, au temps du digital, pose un certain nombre de défis et de difficultés. Je vais en citer que deux. La première, c'est qu'on s'aperçoit qu'un certain nombre de mots sont complètement usés et que pour décrire des situations de travail ou des exigences de compétences, on n'a pas toujours le vocabulaire. Je vais prendre un exemple très très simple. Si vous prenez le mot de relation client, ce mot il a 20 ans, on l'a mis à peu près à toutes les sauces. Il est par exemple impuissant à décrire la variété et la richesse et la profondeur des nouvelles situations de prise en charge des clients, comme des nouvelles situations en externe, comme des nouvelles situations de collaboration en interne, d'ajustement mutuel, de coopération, collaboration. Tous ces termes sont bien connus. Et donc, il y aura un effort à faire de clarification et de fixation du vocabulaire. Et puis, le deuxième point notamment que les ateliers que nous menons mettent en évidence, c'est que ça pose on a eu probablement tendance au cours des années passées à distinguer comme des catégories différentes le technique et le relationnel. Les situations de travail que l'on voit montrent que c'est probablement une erreur et peut être assez dangereux de séparer l'un et l'autre, parce que les nouvelles situations de la relation client imposent d'être extrêmement technique, et être extrêmement technique, ça passe par justement avoir un fond d'expertise extrêmement, souvent solide, mais surtout, et en plus, je dirais, dans la relation, de savoir en faire avec discernement le bon usage en fonction des situations et des personnes avec lesquelles on se trouve. Et donc concrètement, on voit bien qu'il y a un mélange entre l'un et l'autre. La relation client, c'est pas la relation à la place de la technique, c'est très souvent l'un avec l'autre et l'un par l'autre. Et donc ça c'est également des défis que la rédaction de ces nouveaux référentiels devrait pouvoir et savoir traiter. Voilà, je vous remercie de votre attention.